En mai 2014, un jeune homme a sauvagement tué 6 personnes et en a blessé 14 autres lors d'une tuerie à Isla Vista, en Californie, avant de se donner la mort avant que la police ne puisse l'arrêter. Le coupable a rapidement été identifié comme étant Elliot Roger, un incel autoproclamé qui fréquentait des forums en ligne où il exprimait sa haine contre l'humanité en général, mais nourrissait une haine particulière envers les femmes ainsi qu'envers les hommes sexuellement actifs. Aujourd'hui, il est surtout connu pour sa vidéo tristement célèbre sur YouTube intitulée Retribution, ainsi que pour son association avec la communauté Incel. Mais qui était exactement Elliot Roger? Et comment s'est-il retrouvé à sombrer dans l'obscurité de l'Inceldom? Rejoignez-nous pour ce documentaire alors que nous examinons le cas odieux d'Elliot Roger, le premier tueur incel. Elliot Olivier Robertson. Roger était né le 24 juillet 1991 à Londres, en Angleterre. Il était l'aîné de 2 enfants, nés de Peter Roger et Ongli Chintai, et la famille l'était riche et avait de solides connexions dans le milieu hollywoodien. Peter continue de travailler comme réalisateur aujourd'hui. Par le passé, il a réalisé des publicités télévisées, créé le film documentaire Oh My God, et surtout, il a été le réalisateur de la seconde équipe pour le premier film Hunger Games, en 2012. Il a reçu de nombreux prix pour son travail, dont plusieurs ont été décernés par des festivals de cinéma. La mère de Roger, quant à elle, s'est formée dans le domaine de la santé, et pendant les années 1980, elle a travaillé comme infirmière de plateau sur plusieurs blockbusters et films cultes, dont Princess Bride et Indiana Jones et la dernière croisade. Le grand-père de Roger, Georges Roger, était également une personnalité bien connue et influente. Il était photojournaliste, surtout connu pour son travail après avoir capturé les atrocités du camp de concentration de Belsen, dans l'Allemagne nazie. Cependant, après cela, il a cessé de travailler comme correspondant de guerre et a tourné son attention vers les peuples autochtones, la nature et la faune. Une grande partie de son travail a été publiée dans National Geographic, et il a passé la majorité de son temps à capturer la vie des différents peuples autochtones vivant à ses dents. Après la naissance de Roger en 1991, sa famille a déménagé plus au sud, s'installant dans le Sussex. Selon les témoignages, il a eu une enfance privilégiée grâce à la fortune et la notoriété de sa famille. Sa mère a quitté son emploi pour devenir mère au foyer et s'occuper de Roger et de sa jeune sœur, Georgia, qui est née en 1995. Leur grand-mère maternelle a vite rejoint la famille. Pendant son séjour dans le Sussex, Roger a fréquenté l'école privée Dorset House School, mais à 5 ans, sa famille a déménagé aux États-Unis. Ils se sont installés à Woodland Hills, une banlieue aisée de Los Angeles, en Californie, et Roger a commencé à fréquenter les écoles Pinecrest avant de passer à l'école élémentaire de Topanga. 2 ans avant le déménagement, les parents de Roger ont divorcé et partagé la garde de leurs enfants. Les 2 enfants vivaient avec leur mère pendant la semaine et allaient en voir leur père le week-end. En 1999, seulement 1 an plus tard, Peter s'est remarié. La belle-mère de Roger est l'actrice française d'origine marocaine Soumaya Akaboun, qui a joué dans des films hollywoodiens tels que Green Zone avec Matt Damon et Love Lies avec Amanda Seyfried. Elle a également travaillé sur divers projets français. Elle et Peter ont eu un enfant ensemble, un fils nommé Jazz. Dans les années précédant le divorce de ses parents, Roger était connu pour être une personne calme et réservée à l'école, et dans les années qui ont suivi, il a montré des signes de difficultés sociales. Il préférait écrire plutôt que parler, éviter ses camarades pendant les pauses et parlait souvent à voix basse lorsqu'on s'adressait à lui en classe. Roger était aussi connu pour taper du pied et produire des bruissants spécifiques, comportement pouvant relever du steaming, une technique d'auto-apaisement souvent utilisée par les personnes autistes. Il avait tendance à être submergé et surstimulé, et souffrait d'une grande anxiété lors des interactions sociales, en particulier lors des rassemblements de groupe comme les fêtes d'anniversaire.
Lors d'un voyage à Disneyland, il a été submergé par la foule au point de pleurer et faisait des crises de colère quand ses parents soutenaient sa sœur lors de disputes. Il considérait apparemment Georgia comme sa rivale. Un an après le divorce de ses parents, Lee Chin a déposé une déclaration sous serment, demandant plus d'argent à Peter pour l'entretien de Roger. Elle a qualifié son fils d'enfant autiste à haut niveau de fonctionnement avec des besoins particuliers. Cependant, Peter a parlé avec un médecin nommé Stephen Scapper qui a contesté le diagnostic. Il a déclaré que Roger pouvait souffrir d'anxiété ou de dépression, ce que le diagnostic n'avait pas pris en compte, et a suggéré que l'enfant de 8 ans soit évalué par un pédopsychiatre afin que la famille puisse parvenir à un diagnostic concluant et établir un plan de traitement. Roger n'a pas eu de diagnostic officiel avant l'adolescence, mais ses parents ont tout de même fait de leur mieux pour lui. Ils l'ont emmené chez divers thérapeutes, conseillers et médecins et l'ont accompagné à de nombreux rendez-vous avec d'autres enfants dans le but de l'aider à développer ses compétences sociales et sa vie. Un ami de la famille se rappelle avoir assisté à une fête de Noël dans la résidence familiale à Los Angeles et être sorti prendre l'air. En sortant, il est tombé sur Roger, qui n'avait que 12 ans à l'époque. Il se souvient que le garçon regardait le ciel nocturne. Il aurait brièvement baissé la tête lorsque l'ami de la famille est sorti de la maison. Puis, il a recommencé à regarder vers le ciel. L'ami de la famille a observé qu'il n'était pas simplement un peu renfermé, il était aussi renfermé que n'importe quelle personne que j'ai jamais rencontrée dans ma vie. Une autre femme, dont le fils était à l'école, avec Roger enfant, l'a décrit comme émotionnellement perturbé. Elle se souvenait que lorsqu'il venait pour des après-midi de jeu, il se cachait de tout le monde, et elle a déclaré que quelque chose chez Roger, même lorsqu'il était jeune garçon, lui paraissait étrange. Elle a noté qu'elle n'a pas été surprise lorsqu'il a commis sa tuerie en 2014, déclarant « Si j'avais dû choisir quelqu'un qui aurait pu faire ça, ça aurait été Elliot. Mon mari et moi ne voulions pas que notre fils reste avec Elliot. » Roger a aussi eu des difficultés au lycée. À au moins 2 reprises, il a fui différentes écoles et a appelé ses parents en larmes, les suppliant de venir le chercher après avoir subi un environnement de harcèlement. Il a fréquenté 3 écoles durant son adolescence. Vers l'âge de 15 ou 16 ans, il a subi une crise de panique qui s'est manifestée par le fait qu'il restait complètement immobile dans le couloir, paralysé et incapable de bouger, jusqu'à ce que sa mère soit appelée pour venir le chercher. Ses parents se rappelaient avoir été très inquiets pour lui et se demandaient comment il s'intégrerait au monde. Roger a d'abord fréquenté le lycée Crespi-Carmélite, dont il se souviendra dans sa biographie manifeste comme étant enthousiaste à l'idée d'y aller. Mais il déclara que son enthousiasme s'était évaporé et avait laissé place à l'effroi lorsqu'il vit les hordes d'élèves déambuler dans la cour de l'école. Roger se souvint. « J'ai pleuré dans la voiture pendant quelques minutes, disant à mon père que j'avais peur de sortir. » Il a aussi écrit qu'ils me jetèrent de la nourriture au déjeuner et après l'école. Quelle personne dépourvue de compassion se moquerait d'un garçon plus jeune venant d'entrer au lycée? D'après tout le monde, c'était un adolescent profondément complexé, et cela l'a suivi jusqu'à l'âge adulte. Il était particulièrement complexé par sa silhouette mince et sa petite taille, et à un moment donné, il s'est mis à jouer au basket dans l'espoir que cela améliorerait son physique et, d'une certaine manière, le ferait grandir. Il n'aimait pas non plus être métis et en avait honte, car il avait l'impression que cela le séparait de ses camarades. Beaucoup de ses complexes prenaient racine dans son enfance. À 9 ans, il s'est teint les cheveux en blond et s'est mis au skateboard pour attirer positivement l'attention et se faire de nouveaux amis. Il a changé d'école plus tard cette année-là en intégrant le lycée Taft Charter, mais il n'a pas fallu longtemps pour que les mêmes schémas recommencent. Roger s'est plaint à ses parents d'être souvent poussé contre les casiers et rabaissé par ses camarades masculins devant ses camarades féminines. C'est en fréquentant le lycée Taft Charter que Roger a eu sa crise de panique paralysante dans le couloir de l'école et n'est jamais retourné dans l'établissement par la suite. Il a ensuite intégré Independence, une école d'environ 100 élèves. Elle proposait environ 3 à 4 heures de cours par jour afin d'encourager les élèves en difficulté à venir et à rester dans le programme. Même ici, dans une école incroyablement petite, Roger avait du mal à s'intégrer et il parlait à peine. La directrice d'Independence à l'époque, Deborah Smith, se souvenait qu'il présentait de nombreux symptômes typiques du trouble du spectre autistique, difficulté à socialiser, évitement du contact visuel et un comportement extrêmement renfermé. Elle a toutefois noté qu'il était très intelligent et, malgré ses difficultés, généralement apprécié à Independence. Certains camarades étaient protecteurs avec lui et les enseignants l'appelaient « en notre Elliot ».
Parfois, à midi, des enfants l'invitèrent à leur table. Parfois, il le faisait, mais même lorsqu'il le faisait, il se contentait en quelque sorte d'être présent. Elle a ajouté qu'il avait une certaine relation avec l'une des assistantes en éducation spécialisée, ou du moins, c'était la seule personne avec qui Rogers pouvait avoir des conversations plus longues. Selon les témoignages, il discutait souvent de World of Warcraft avec Led. Chez lui, Rogers passait la plupart de son temps à y jouer. Il se disputait fréquemment avec sa belle-mère, qui tentait de limiter son temps de jeu. Deborah Smith a conclu qu'il avait ce tiraillement entre son désir de s'engager socialement et sa peur du rejet. Roger a commencé à fréquenter des salons de discussion et des forums en ligne dès son plus jeune âge. À 11 ans, l'un de ses amis en ligne lui a envoyé des photos de belles filles nues. Il a écrit plus tard dans sa biographie manifeste « Quand j'ai regardé les photos, j'ai été choqué au-delà des mots. Je n'avais jamais vu à quoi ressemblaient de belles filles nues, et cette vision m'a rempli d'émotions fortes et accablantes. » Il a ajouté que cet événement l'avait traumatisé et que son enfance s'effaçait à ce moment-là. Il se souvenait vouloir encore être un enfant, mais il avait été irrémédiablement changé par les sentiments qui s'étaient éveillés en lui après avoir vu un contenu aussi explicite. 2 ans plus tard, il a vu un adolescent regarder du porno dans un cybercafé, ce qui a empiré la situation pour Roger. Il a dit s'être senti coupable de ses sentiments après cela. Tellement coupables en fait, qu'il a refusé d'en parler à ses parents. En 2007, à l'âge de 16 ans, Roger a été diagnostiqué avec un trouble envahissant du développement, non spécifié autrement, souvent abrégé en TEDNS. Ce trouble sera plus tard intégré sous le terme générique de trouble du spectre autistique, ou TSA, en 2013. Les symptômes du TEDNS avant cette intégration comprenaient des difficultés de communication, des difficultés à socialiser, des mouvements corporels ou des schémas de comportement répétitifs, une perception du monde non conventionnelle, une préoccupation pour des fantasmes qui interfèrent avec la vie et un développement des compétences inégales. À l'époque, Roger ne remplissait pas les critères pour être diagnostiqué autiste, mais son diagnostic de TEDNS lui a permis de recevoir une certaine aide et des ressources pour sa scolarité. À cette époque, il s'est vu prescrire du Xanax, un médicament contre l'anxiété, et du Prozac, un antidépresseur, mais il a arrêté de prendre les 2 médicaments après 12 mois. Il a ensuite commencé à prendre du Paxil, un autre antidépresseur, mais il s'est plaint que cela le rendait excessivement somnolent et il a également arrêté de le prendre. Il a alors décidé de résoudre ses problèmes lui-même en comptant sur son esprit et la pensée positive. Pendant ce temps, la situation entre Roger et sa belle-mère s'est aggravée à la maison. Elle pensait que son obsession pour World of Warcraft était malsaine, car cela le poussait à passer des journées entières dans sa chambre, seul, sans interagir avec le monde réel. Et leur relation est devenue tellement tendue que Pierre a fini par forcer Roger à quitter la maison. Malgré les efforts de sa famille, Roger est devenu de plus en plus renfermé après le lycée. Il a fréquenté plusieurs universités, la première étant le collège Pierce. Pendant cette période, ses parents ont écrit à Deborah Smith à Independence pour l'informer qu'il allait bien. Mais en coulisses, Roger semblait manifester beaucoup de comportements bizarres. Son père a perdu beaucoup de travail après le 11 septembre et son documentaire « Oh mon Dieu » a fait un flop au box-office. Il a perdu plus de 200 000 $ et dû suspendre la pension alimentaire à son ex-femme. En conséquence, Roger est devenu frustré. À cette époque, il était obsédé par les jeunes femmes et le rejet qu'il pensait subir, persuadé que la richesse résoudrait ses problèmes et les attirerait. Il a encouragé sa mère à épouser quelqu'un de riche, mais elle n'était pas intéressée à se remarier. Souhaitant faire fortune, il a dépensé des centaines de dollars en loterie sans succès, puis a tenté d'écrire des scénarios, mais a vite renoncé. Ses parents lui ont souvent proposé du travail, mais Roger refusait, jugeant beaucoup d'emplois indignes. Il a finalement travaillé un temps dans la construction. Au Pierce College, il était furieux à chaque fois qu'il voyait un couple sur le campus. Plus tard, il écrira « Chaque jour à l'université, je me sentais de plus en plus inférieur, invisible, comme une souris insignifiante face aux gars accompagnés de belles filles. » Il a vite quitté le Pierce College pour s'inscrire au Moore Park College, un établissement plus petit, espérant y rencontrer une jeune femme, surtout des blondes qui l'obsédaient. Cependant, il n'a jamais eu de petite amie et Roger est rapidement redevenu insatisfait de la vie scolaire. Il était envieux d'un couple avec qui il partageait ses cours et il ressentait des sentiments accablants de solitude et de malheur. Il a passé 1 an à Moore Park avant d'abandonner.
Malgré les difficultés de Roger à socialiser, il aurait eu un ami, qu'il considérait comme son meilleur ami. Cet ami était également vierge, mais cela ne semblait pas vraiment le déranger, ce qui contrastait fortement avec Roger. Lui, il en était profondément complexé. Il ne comprenait pas pourquoi son ami ne partageait pas sa rage et son sentiment de droit, le jugeant faible. L'amitié a commencé à s'effriter lorsque Roger a parlé de sa colère et a révélé ses pensées de tuer des gens. Son ami a pris ses distances, mettant ainsi fin à leur amitié. Après avoir quitté Moore Park, les parents de Roger ont décidé de l'envoyer au Santa Barbara City College. Ils ont accepté de payer un appartement et ses cours et pensaient qu'en faisant cela, cela pousserait Roger hors de sa zone de confort et l'amènerait à se faire ses propres amis dans la vie, loin de ses parents et des souvenirs de ses années scolaires. Roger a accepté leur suggestion, espérant qu'il pourrait assister à des fêtes universitaires et perdre sa virginité, une tâche dont il était complètement obsédé à ce stade. Début juin 2011, il a emménagé dans un appartement à Isla Vista, près du campus de l'école. Peu de temps après, il a appris que l'ami noir de son colocataire avait perdu sa virginité à seulement 13 ans, ce qui a profondément énervé Roger. Il a exprimé sa colère à sa mère, disant à quel point il était frustré qu'un homme noir ait reçu autant d'attention de la part d'une femme blonde à sa place. Bien que cela devait être un tournant pour Roger, en réalité sa vie est restée à peu près la même. Il avait du mal à se rapprocher de ses colocataires et passait la plupart de son temps seul et en ligne. Il se plaignait fréquemment de façon raciste de ses colocataires, dont 2 étaient hispaniques, ainsi que de leurs amis, et son mépris pour les femmes a commencé à se manifester lorsqu'il a dit à l'un de ses colocataires qu'il était stupide d'être satisfait dans une relation avec une sale pute. Le colocataire a ensuite demandé à être affecté à un nouvel appartement, constatant que Roger avait de graves problèmes psychologiques et était une bombe à retardement prête à exploser. Le séjour de Roger à Isla Vista n'a fait qu'aggraver son état mental. Il se voyait comme un jeune homme sophistiqué qui avait droit à une relation avec une belle femme blanche blonde, mais il n'a pas réussi à trouver de petite amie, et au lieu de se remettre en question, il a blâmé les autres. Il reprochait aux femmes de le rejeter et aux hommes leur succès auprès d'elles. Il a commencé à penser à tuer ces personnes et à fantasmer sur le meurtre de couples pendant qu'ils avaient des relations sexuelles. En juillet 2011, à peine un mois après le déménagement, il a jeté des boissons sur plusieurs couples qui s'embrassaient dans des lieux publics. En janvier 2012, il a souri à 2 jeunes femmes blondes qui attendaient à un arrêt de bus, mais elles l'ont ignoré. Il a donc fait demi-tour en voiture et leur a jeté son latte. Pour essayer d'attirer l'attention des femmes, il est devenu obsédé par l'achat d'articles de marque et il roulait dans sa BMW noire afin de se présenter comme quelqu'un ayant de l'argent et du statut. Il essayait très rarement d'aborder des femmes dans la vie réelle. À la place, il attendait dans des lieux publics, espérant que quelqu'un viendrait l'aborder. Le mois suivant, en février 2012, il a abandonné ses cours, frustré par sa vie et par les gens qui l'entouraient. À partir de ce moment-là, une grande partie de sa vie s'est déroulée en ligne. Il passait la plupart de ses journées à se morfondre avec d'autres hommes qui se sentaient tout aussi lésés par les femmes que Roger, sur des forums de discussion incel. Incel est l'abréviation de célibataire involontaire et désigne les hommes qui souhaitent avoir des relations sexuelles mais qui, pour une raison ou une autre, n'y parviennent pas. Laura Bates, auteure de Les hommes qui détestent les femmes, a expliqué au Guardian « On sent en ce tête En somme, ils n'ont pas de relations sexuelles mais le souhaiteraient. Ils voient les femmes comme des objets sexuels déshumanisés, là uniquement pour le plaisir des hommes, et leur reprochent de ne pas avoir de relations sexuelles. Les incels estiment avoir droit à des relations sexuelles avec des femmes qu'ils nomment femelles ou fémoïdes pour les déshumaniser. Roger, après sa mort, est devenu l'icône des incels, et on pense qu'il faisait spécifiquement partie du mouvement Black Pill. Les hommes ayant une vision Black Pill ont souvent une vision du monde très sombre et défaitiste, convaincus que rien ne peut changer le système en place, mais ils pensent être les seuls à voir le monde tel qu'il est réellement. La violence contre les femmes est omniprésente dans la plupart des sphères de la culture incel, mais elle est particulièrement répandue dans les mouvements Black Pill. Contrairement aux individus Red Pill, plus optimistes, qui pensent qu'au pouvoir améliorer leur apparence, les hommes Black Pill croient que leur attractivité est dictée par la génétique et que s'ils ne sont pas nés beaux, il n'y a aucun espoir pour eux.
Roger ne s'est jamais dit Black Pill, mais partageait des traits de cette sous-culture, comme croire en l'inévitabilité de la mort, de la violence et en l'impossibilité de changer le système. Certaines communautés Black Pill aujourd'hui notent que devenir ER, c'est-à-dire agir comme Elliot Rodger, est l'une des rares options qui leur restent. Laura Bates a déclaré à propos des groupes Black Pill qu'ils incitent activement à ce qu'ils décrivent comme un soulèvement incel ou une journée de rébellion, où ils se déconnecteraient pour massacrer des femmes. Ce n'est pas une communauté accueillante ou solidaire pour les hommes seuls, avec quelques personnes incitant à la violence. C'est une communauté spécifiquement axée sur et obsédée par l'infliction de violences envers les femmes. Roger était également membre d'un forum appelé PUA Hate, où des hommes se plaignaient des soi-disant experts en séduction qui réussissaient mieux avec les femmes. Lors d'un coup de gueule sur ce forum, Roger a exprimé son dégoût envers les femmes et s'est interrogé sur leur résistance à son charisme. Il lui a dit que les incels devaient riposter, écrivant « Un jour, les incels réaliseront leur véritable force et leur nombre, et renverseront ce système féministe oppressif. Commence à imaginer un monde où les femmes te craignent. » Nombreux ont soutenu Roger lors de ses diatribes en ligne, mais d'autres se sont ensuite opposés à lui. Ils l'ont attaqué sur les forums, le traitant de désespéré, d'insécure, de prétentieux et de géniard. Il était aussi actif sur bodybuilding.com, où un utilisateur a vu sa vidéo YouTube intitulée « Pourquoi les filles me détestent-elles autant ?» Ils ont écrit « Je ne veux pas être méchant, mais ton aura inquiétante dans ces vidéos explique sûrement pourquoi tu n'as pas de filles. » La vidéo a ensuite été retirée, Roger affirmant que ses parents avaient retrouvé les vidéos, alors il les a temporairement supprimées, promettant « Elles seront de retour dans quelques jours, avec d'autres vidéos que j'ai filmées. » À la fin de 2012, Roger a commencé à apprendre à utiliser une arme à feu. En décembre de cette année-là, il a acheté un pistolet semi-automatique Glock 32 long slide pour plus de 750 $. 3 mois plus tard, il a dépensé plus de 1100 $ pour un pistolet Sig Sauer P226 chez un armurier à Burbank. À ce stade, il était déjà fortement impliqué dans la planification de son attaque. Il avait imaginé son jour de rétribution il y a plus d'1 an et commençait à se préparer pleinement pour l'assaut qu'il allait mener contre les habitants d'Isla Vista. Il avait spécifiquement prévu de cibler les femmes et les couples, et avait décidé que son plan se déroulerait à un moment donné en novembre 2013. Le 20 juillet 2013, il a assisté à une fête dans l'espoir d'aborder une femme et de perdre sa virginité avant son 22e anniversaire. Il a bu de la vodka avant la fête afin d'apaiser son anxiété. Mais en entrant dans les lieux, il a vu un homme asiatique parler avec une femme blonde, ce qui l'a mis en colère et il a délibérément bousculé l'homme en passant à côté de lui. Malgré l'alcool, Roger s'est quand même retrouvé incapable d'engager la conversation avec la femme. Il est monté à l'étage supérieur, est monté sur une corniche et a fait semblant de tirer sur les gens avec son doigt. Il a ensuite tenté de pousser d'autres femmes assises à proximité avec des amis sur cette corniche. Alertés par le vacarme, plusieurs hommes sont venus et ont poussé Roger de la corniche, provoquant une fracture à sa cheville. Il s'apprêtait à quitter la fête quand il a remarqué la perte de ses lunettes de soleil et d'un collier. Il est donc revenu les chercher mais s'est retrouvé dans une autre propriété où il a été agressé. Il s'est retrouvé avec des ecchymoses, des éraflures et un œil enflé. Le lendemain, son père l'a emmené à l'hôpital où il a dû subir une opération à la cheville. Il a ensuite déposé une plainte auprès de la police. En discutant avec 2 policiers, il a dit avoir été poussé d'une corniche après avoir insulté quelqu'un, puis être accidentellement entré dans une autre maison où 10 hommes l'ont agressé sans raison. Il a précisé que ces hommes l'avaient insulté avec une insulte homophobe. Quand les agents ont demandé pourquoi il n'avait pas contacté la police, Roger a répondu qu'il ne savait pas qui appeler. Ils n'ont pas cru à cette histoire, et un témoin de la fête a dit aux agents que Roger avait provoqué l'incident, ce qui a conduit à ce qu'il soit poussé du toit. Ils ont aussi noté son comportement étrange à la fête et son absence d'échange. Un voisin de son immeuble se souvenait qu'il avait trouvé Roger lorsqu'il était rentré chez lui et avait tenté de le calmer. Le voisin a déclaré « Il a commencé à dire « Je vais les tuer, je vais les tuer, je vais me suicider ». Bien que les forces de l'ordre aient estimé que Roger était l'instigateur des événements, il n'a jamais été inculpé ni interrogé davantage, et l'affaire a ensuite été classée. En raison de sa cheville blessée, il savait qu'il ne pourrait pas accomplir sa journée de représailles en novembre et l'a reportée à février 2014.
Pendant sa période de convalescence, ses parents ont tenté de lui trouver une aide professionnelle, ce qui l'a finalement amené à suivre plusieurs séances de thérapie avec le psychiatre Charles Sophie. Charles Sophie est une figure controversée, principalement en raison de son travail avec des clients célèbres et de sa participation à la télé-réalité. Il a vite prescrit de la risperidone à Roger, mais le jeune homme de 22 ans a refusé, écrivant plus tard « Après mes recherches, j'ai découvert que ce médicament n'était pas du tout adapté pour moi. J'ai refusé de le prendre, et je n'ai plus jamais revu le docteur Sophie après cela. » Entre mai 2013 et mai 2014, Roger a rencontré plusieurs conseillers et a assisté à 29 séances. Un coach de vie a également été engagé pour l'aider à améliorer sa vie sociale. Le coach a suggéré qu'il quitte Isla Vista car cela nuisait clairement à son bien-être mental, mais Roger a rejeté cette idée. Le coach a aussi conseillé à sa mère de le placer en centre de traitement résidentiel pour une thérapie longue durée, ou au moins de le ramener chez lui pour qu'il soit suivi par un thérapeute et un travailleur social. Cependant, Roger a persuadé Lee Chin qu'aucune de ses suggestions ne l'aiderait et il l'a convaincu de le laisser rester à Isla Vista. Comme il était légalement adulte, elle savait qu'elle ne pouvait pas le forcer à déménager ou à rejoindre un centre de traitement. Dans les mois précédant l'attaque, Roger a acheté une autre arme de poing au cas où ses deux autres s'enrayeraient. Il lisait beaucoup sur les tueurs en série, suivait des militants des droits des hommes sur YouTube et faisait de nombreuses recherches sur le parti nazi. En cherchant sur Google, Adolf Hitler avait-il une petite amie ? Coup de pied nazi sur le trottoir et Adolf Hitler et la loi de l'attraction. Il a également recherché des choses comme des dispositifs de torture modernes et a cherché des informations sur diverses attaques terroristes, y compris l'attaque au couteau et à la bombe du Xinjiang, qui a eu lieu en avril 2014. Il a continué à participer à des forums incels où il discutait non seulement de sa haine envers les femmes et les hommes capables de sortir avec des femmes, mais aussi envers les personnes d'autres races, y compris les couples mixtes. Il affirmait que les hommes non blancs ne mériteraient pas l'attention des femmes et se vantait de son héritage à moitié blanc. Pendant cette période, il a rédigé sa biographie manifeste de 137 pages intitulée « Mon monde tordu, l'histoire d'Elliot Roger ». Dans tout le document, il exprimait sa frustration de ne pas pouvoir conquérir les femmes et décrivait les femmes comme la peste. Il croyait, comme beaucoup d'incels, que le fait que les femmes aient des droits et puissent choisir leur propre partenaire menait à la chute de la société et que ce devraient être les hommes civilisés et intelligents qui choisissent les partenaires sexuels des femmes. Il a également exprimé sa haine du féminisme et des droits des femmes, estimant qu'elles devraient être privées de ces droits. Il a également parlé de son désir de supprimer complètement l'amour et le sexe de la société, et il décrit son fantasme de devenir un chef avec des troupes fanatiquement loyales qui emprisonneraient les femmes dans des camps de concentration. Quelques-unes seulement seraient choisies pour assurer la survie de l'espèce humaine par insémination artificielle, mais sinon l'existence des femmes serait tenue secrète pour les hommes. Roger a également évoqué son projet de tuer sa belle-mère, avec qui sa relation restait difficile, ainsi que son demi-frère, dont il craignait qu'il ne le surpasse en popularité auprès des filles. Le 23 mai 2014, Roger a finalement lancé son jour de rétribution. Il a commencé par tendre une embuscade à son colocataire de 20 ans, Wean Wang, que Roger a poignardé 15 fois et lacéré 23 fois. Roger portait à ce moment-là un couteau SRK de 15 cm et un couteau de chasse de 23 cm. Il a traîné le corps de son colocataire dans un coin de la pièce et l'a recouvert de couvertures et de vêtements, puis il a ensuite attaqué son autre colocataire, Chang Yuan Hong, âgé de 20 ans, qui a également tenté de se défendre mais a succombé à l'attaque, subissant 25 coups de couteau et 12 entailles. 5 de ses blessures ont été infligées après sa mort. Après le meurtre, son corps a été placé à côté de celui de Weian, et de nouveau recouvert de couvertures et de vêtements. George Chen, d'19 ans, est la troisième victime de Roger. Ami de Weian et Cheng, il était venu leur rendre visite à l'appartement. Il est sa mort après avoir subi 94 coups de couteau et 11 entailles sur le corps, qui a été laissé dans la salle de bain. Roger a essayé de nettoyer l'appartement par la suite, mais il y avait tellement de sang qu'il en restait éclaboussé sur les murs, les plafonds et le sol, malgré ses efforts. Il a pris une douche, s'est changé, a pris un Starbucks, puis a prévenu sa mère qu'il l'appellerait plus tard.
De retour à l'appartement, il a écrit dans son journal « J'ai dû arracher quelques pages parce que je craignais que mes intentions ne soient découvertes. Je les ai recollées aussi vite que possible. C'est fait. Dans 1 heure, j'aurai ma revanche sur ce monde cruel. Je vous déteste tous. Mourez. » La célèbre vidéo de représailles de Roger a été publiée sur YouTube à cette période. Et il a également envoyé son manifeste à 34 personnes, y compris sa mère, son père, ses thérapeutes, d'anciens professeurs et des amis d'enfance. Le courriel lui-même disait, en pièces jointes, l'histoire de la vie d'Elliot Roger, qui explique comment je suis devenu ce que je suis. La partie principale du plan de Roger consistait à se rendre à la maison de la sororité Alpha Phi, à tuer les habitantes et à incendier le bâtiment. Il a appelé cette phase la guerre contre les femmes, et pensait que la maison de la sororité abritait les femmes qu'il détestait le plus, affirmant qu'elles étaient un ciblé car elles incarnaient tout ce qu'il haïssait chez les femmes. À 21h15, il est arrivé à la maison de la sororité Alpha Phi avec ses 3 pistolets automatiques, des munitions supplémentaires et un bidon rempli d'essence. Cependant, il a vite compris qu'il ne pouvait pas franchir la porte sécurisée, lourde et nécessitant un code d'entrée. Il a frappé à la porte pendant plusieurs minutes, mais personne n'a répondu. La plupart des habitantes étaient à Las Vegas et les autres trop épuisées par la journée pour ouvrir. Roger a ensuite posé le bidon et est retourné à sa voiture, où il a aperçu plusieurs femmes passant devant le bâtiment. Ces femmes, Veronica Weiss, 19 ans Catherine Cooper, 22 ans et Bianca Decock, 20 ans faisaient partie de la sororité Delta et retournèrent là-bas lorsqu'elles ont été aperçues par Roger. Il s'est approché des femmes en voiture et a tiré sur elles par une fenêtre ouverte. Les cris des femmes attaquées ont vite attiré l'attention. Plusieurs personnes courant cherchaient de l'aide auprès d'un adjoint du shérif voisin. Bianca a été rejointe par l'adjoint qui a exercé une pression sur sa blessure. Une personne a pratiqué la réanimation cardiopulmonaire sur Catherine pendant qu'une autre réconfortait Weiss qui saignait au sol. Des étudiants proches ont aidé les jeunes femmes pratiquant la réanimation, leur parlant pour les garder conscientes et donnant leurs vêtements comme oreillers et bandages. Malheureusement, Catherine et Véronique ont toutes 2 succombé à leurs blessures. Véronique a été touchée par 7 balles, dont 6 l'ont atteinte entre les jambes, les fesses et l'aine, et la dernière balle a touché son cœur et ses poumons. Catherine a été touchée par 8 balles, plusieurs de ses blessures par balle étant mortelles. Roger, quant à lui, a pris la fuite et a tiré un coup de feu en direction d'un café fermé. Il est ensuite allé dans une épicerie locale et a tiré sur les clients proches. Christopher Michaels Martinez, 20 ans, a été touché à la poitrine alors qu'il se tenait dans l'embrasure de la porte du magasin et s'est effondré. Roger a continué de tirer dans le magasin, forçant clients et employés à se mettre à l'abri tandis que les vitres éclataient. Après le départ de Roger en voiture, un massage cardiaque a été tenté sur Christopher, mais il est mort de sa blessure par balle. Roger a poursuivi sa route. Il a percuté un homme avec sa voiture, tiré sur le restaurant Pizza My Heart sur Trigo Road puis s'est enfui à toute vitesse. Il a blessé plusieurs personnes lors de la fusillade, puis a tiré sur une cycliste, la touchant à la cuisse avant de poursuivre sa route. Il a finalement croisé une femme qui sortait seule et lui a lancé « Hey, ça va ?» Il a ensuite tiré sur elle à plusieurs reprises. Elle a évité de justesse d'être touchée à la tête et s'est ensuite enfuie. Encore une fois, Roger a continué. Il a tiré sur un adjoint du shérif, a percuté 2 autres hommes avec sa voiture et a tiré sur un autre homme aux bras et aux fesses. Il a ensuite percuté un cycliste et 2 skateurs sur Sabado Tarde Road avec la BMW avant de tirer sur 2 autres hommes qui se tenaient dans une allée. Près du parc à cornes, il a échangé des coups de feu avec 3 adjoints du shérif. À 21h35, la tuerie a pris fin lorsque Roger s'est éloigné de la fusillade, a mis son arme sur sa tempe et a appuyé sur la détente. N'ayant pas arrêté sa voiture avant de se suicider, il a percuté un cycliste. Le véhicule s'est arrêté après avoir heurté une voiture en stationnement. Au cours de sa folie meurtrière, Roger a tué 6 jeunes étudiants universitaires et blessé 14 autres personnes. Environ une demi-heure après que Roger se soit suicidé, son coach de vie a contacté sa mère pour lui dire de vérifier ses emails. Dans sa boîte de réception, elle a trouvé l'email de son fils avec le manifeste en pièces jointes, ainsi que la dernière vidéo postée par Roger sur YouTube, ce qui l'a paniqué. Elle a essayé d'appeler Roger, mais son numéro tombait sans cesse sur la messagerie vocale. Lee Chin a alors contacté les autorités de Santa Barbara, leur disant qu'elle devait retrouver son fils.
Elle a ensuite alerté Pierre de ce qui se passait et les deux parents de Roger se sont rendus séparément à Isla Vista. En route, Litchin a demandé au gestionnaire de l'immeuble de vérifier l'état de son fils, mais il a répondu qu'il faudrait attendre le matin à cause d'une fusillade dans le quartier. Pierre, de son côté, a également continué d'appeler le numéro de téléphone portable de Roger alors qu'il se rendait à Isla Vista. En route, lui et sa femme ont entendu à la radio qu'il y avait un tireur actif dans la région, conduisant une BMW noire près du campus de l'Université de Californie à Santa Barbara. Les forces de l'ordre ont appelé les deux parents peu de temps après, alors qu'ils étaient encore en voiture, pour leur demander s'ils savaient si leur fils possédait des armes à feu. Liquin s'est souvenu avoir été choqué par une telle question parce que, à sa connaissance, Roger n'avait jamais manifesté d'intérêt pour ce genre de choses. Cependant, elle a expliqué qu'il souffrait de problèmes sociaux et qu'il avait suivi une thérapie. Elle a ajouté qu'elle n'avait pas eu de nouvelles de lui depuis ce jour-là. Liquin et Pierre devaient rencontrer les enquêteurs sur un parking près d'Isla Vista. À leur arrivée, on leur a annoncé la mort de Rogers. Son permis de conduire se trouvait dans sa poche, confirmant ainsi son identité. Au départ, ils pensaient qu'il était une victime du tireur jusqu'à environ 4h30 du matin, lorsqu'ils ont lu dans les actualités que Roger était le seul suspect dans l'affaire. En exécutant un mandat de perquisition, les enquêteurs ont découvert les corps des deux colocataires de Roger et de leur ami. À l'intérieur de la chambre de Roger, ils ont retrouvé des boîtes de munitions vides, de nombreuses armes, dont plusieurs couteaux, une machette de 45 cm et une masse. Parmi d'autres choses, des vêtements ensanglantés et des traces de coups de couteau sur sa literie, indiquant qu'il s'était entraîné avant de commettre les meurtres. 2 journaux intimes ont aussi été retrouvés, relatant la frustration constante de Roger face à son incapacité à nouer des liens avec des femmes. Une copie physique de son manifeste et son ordinateur portable, affichant sa dernière vidéo sur YouTube, ont été retrouvés. Après les attaques et la révélation que Roger était l'auteur des faits, sa famille a été la cible de fréquentes menaces de mort, ce qui les a obligés à déménager tous les quelques jours. Liquin a finalement envoyé Georgia vivre à l'étranger temporairement afin de la protéger. Bien que de nombreux proches et anciens camarades de Roger n'ayant pas été surpris d'apprendre qu'il était devenu un tueur de masse, certains l'ont été. Sa directrice à l'Independent School, Deborah Smith, a déclaré que lorsqu'elle a appris la fusillade, elle n'a pas reconnu Roger. « Ce n'est pas l'enfant que je connaissais », a-t-elle affirmé. « Il paraissait très innocent, très doux. Il n'a jamais même élevé la voix. » La famille Zelarji a critiqué les lois américaines sur les armes, s'interrogeant sur l'accès d'un jeune homme malade à ce type d'armes. Les médias et le public ont eu les mêmes questions. Cela a conduit à l'adoption d'une loi sur le drapeau rouge en Californie en septembre 2014 permettant aux familles de demander aux tribunaux de retirer les armes aux personnes jugées dangereuses. La principale discussion après l'attaque de Roger, en dehors du débat sur le contrôle des armes à feu, concernait les incels et la misogynie. Le Centre international pour la lutte contre le terrorisme ainsi que le Secret Service américain ont qualifié ces actes d'extrémisme misogyne, et l'attaque a mis en avant le sujet de la culture incel. Les hommes qui faisaient partie de cette communauté ont célébré la tuerie violente de Roger comme une victoire pour leur mouvement, publiant des chansons en hommage en ligne et créant des produits dérivés avec l'image de Roger. Dans leur message de célébration, ils ont décrit Roger comme un saint et un héros, et une page Facebook intitulée « Elliot Roger est un héros américain » a été créée, appelant tous les incels à rendre hommage à Roger pour son sacrifice ultime dans la lutte contre l'idéologie féminazie. Ces attaques à Isla Vista en 2014 ont également inspiré d'autres personnes au fil des années. En 2018, Alec Minassian, un homme de 25 ans à Toronto, au Canada, a tué 11 personnes et en a blessé 15 autres en fonçant avec son camion sur des piétons. Il a été fortement inspiré par Rogers et était membre de la communauté Incel, publiant sur son Facebook peu de temps avant la tuerie. Recrue privée, infanterie Minassian, 00010 souhaite parler au sergent 4 champs, s'il vous plaît. La rébellion Incel a déjà commencé. Nous renversons tous les Chad et les Stacy. Gloire au suprême gentleman Elliot Roger. Les soi-disant fans de Minassian ont horriblement posté en ligne « Je boirai une bière de célébration pour chaque victime qui s'avère être une jeune femme entre 18 et 35 ans. » Sur Twitter, de nombreuses discussions ont porté sur la violence masculine envers les femmes et les filles, un problème en hausse mondiale. Certains hommes ont choisi d'utiliser le hashtag #NotAllMen pour exprimer que tous les hommes ne se comporteraient pas, ne réagiraient pas et ne parleraient pas comme Roger l'a fait envers les femmes et qu'ils ne participeraient pas à de telles attaques.
Certains ont soutenu que les meurtres de Roger n'étaient pas misogynes, car il avait tué plus d'hommes que de femmes et souffrait de troubles mentaux. Nombre d'entre elles ont attribué les atrocités de Roger au manque de restrictions sur les armes à feu aux États-Unis. Les femmes en ligne ont répondu en utilisant le hashtag #YesAllWomen pour exprimer que chaque femme fait l'expérience du sexisme ou de la misogynie au cours de sa vie. Le hashtag a été introduit pour déplacer la conversation de Roger en particulier vers les expériences des femmes et des filles. Bien qu'il s'avère que leurs fils étaient différents, Lee Chin et Peter Roger ignoraient d'autant qu'ils pouvaient être aussi violents. Encore et encore, ils ont tenté d'intervenir dans sa vie, mais aucune de leurs solutions ne semblait jamais fonctionner. Peter se rappelait des discussions avec Roger à l'adolescence, où Roger lui disait qu'il finirait par trouver la bonne personne, tomber amoureux, fonder une famille, et qu'il n'y avait rien de mal à avoir des relations sexuelles plus tard que les autres. Peter dira plus tard aux médias que son fils était loin d'être mauvais, ajoutant « il lui est arrivé quelque chose ». C'était le garçon le plus beau, le plus gentil, un vrai amour, et il lui est arrivé quelque chose. Il était adorable. Il riait tellement que parfois nous avions peur qu'il s'étouffe. Il a ajouté que Roger avait clairement un autre côté en grandissant, un côté qu'il n'a jamais montré à sa famille. Lee Chin, quant à elle, a refusé de parler de son fils ou de ses crimes, déclarant « Je pense que l'attention du monde devrait être portée sur les proches des victimes et sur le souvenir des belles vies qui ont été si tragiquement perdues. »